énormément. On change à peu près de produit toutes les 3-4 semaines. Donc forcément, qui dit changer de produit dit le temps aux équipes de se réadapter et d'apprendre les nouveaux procédés sur les cabines, sur les nouvelles cabines. Et là, on était aussi perfectible à cette époque-là, c'est-à-dire que très souvent, le retard qui s'accumulait en début de série, de chaque série, nous obligeait à faire à peu près 1 heure supplémentaire sur les 2 derniers mois de chaque affaire. Quand j'ai une affaire chez nous, c'est un navire, ça représente à peu près 5 mois de production. Donc sur 5 mois de production, bah, les 2 derniers mois, on était obligé de faire 1 heure sup pour compenser ces pertes en lancement de série. Et un autre point bloquant qui est toujours un peu d'actualité, mais qui l'est dans des moins grandes proportions, c'est la communication interéquipe. Je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres entreprises et dans d'autres industries. C'est souvent, voilà, la production dit que c'est la faute de la logistique dit que c'est la faute de la production, et ça fait un peu d'écart de chapelle. Et le fait de mettre un andon, on va voir que ça a un peu remis l'église au milieu du village en pointant vraiment là où sont les problèmes et voilà, en coupant court à ce genre de discussion. Donc les besoins qu'on avait, c'était avoir une vision précise et en temps réel de l'état de santé global des lignes de production, c'est ce que je vous disais. Donc de savoir exactement là où on en est, quel poste est en difficulté, etc. On avait aussi alors quand on a choisi de cadencer nos lignes et de fonctionner au takt time, on avait un petit souci. C'est que en fin de journée, comme on n'avait pas de représentation visuelle de là où on s'était arrêté, et ben le lendemain matin, en fait, on perdait énormément de temps à repartir. Et le fait là de se dire, bah, alors avec l'outil que je vais vous présenter, avec Landon, le fait de se dire, bah, on s'est arrêté, il restait 15 minutes de takt time, et ben on repart le lendemain matin à cette 15e minute et on sait exactement où on s'est arrêté, et c'est voilà, ça limite les pertes de productivité en début de journée. Donc ça, c'était un de nos besoins. Donc identifier les postes en tension, blocage, j'en ai parlé, et donc déployer des ressources. Alors il faut savoir que chez nous, on a des ressources, on va dire supplémentaires de l'effectif qu'on doit mettre par rapport aux gammes que font les méthodes, qui sont ce qu'on appelle des animateurs et des voltigeurs, qui vont vraiment là où soit il y a un manque d'effectifs parce qu'on a une absence ce jour-là, soit si on a l'effectif complet, on va voir les postes qui sont en difficulté pour éviter de bloquer 70 personnes sur la ligne. Donc c'est savoir vraiment comment prioriser ces ressources pour savoir où les déployer. Et enfin, fluidifier, je vous en ai parlé juste avant, la communication entre production et logistique, qui était un peu complexe avant. Donc on a eu un déploiement, on va dire, en 2 phases. Alors 2019-2020, c'était plutôt 2018-2019, c'était la production. Donc là, on a mis un outil en place que vous voyez à droite, qui est une représentation qui est projetée sur des télés dans l'atelier. On a plusieurs télés dans l'atelier qui nous montrent plusieurs indicateurs. Donc je ne sais pas non, vous allez voir ma souris. Donc on a plusieurs chiffres sur l'écran qui nous donnent l'état de santé de notre ligne de production. Là, on a des indicateurs de qualité qui sont combien de cabines on a sorti bonnes du premier coup ou pas. Donc on a des critères qualité qui nous disent est-ce qu'on sort ou pas bon du premier coup nos cabines. L'objectif du nombre de cabines qu'on doit sortir dans une journée, le temps perdu depuis le début de la journée, où est-ce qu'on en est sur le takt time en cours, et enfin, le takt time théorique de la journée. Donc, par exemple, on était sur une journée, on avait un takt time de 22 minutes, il nous restait 3 minutes 47 sur le cycle en cours, donc tous les postes savaient qu'il leur restait 3 minutes 47 pour travailler. Et en bas, vous avez la représentation de la ligne. Donc en fait, ça fait exactement la forme qu'on retrouve chez nous. On a une ligne un peu en U avec des excroissances au-dessus qui sont des postes de préparation. Et en jaune, ce que vous voyez là, c'est des postes qui sont en difficulté. Donc en fait, ils ont tous une tablette à poste que vous voyez à gauche. Ils peuvent appeler à l'aide avec la petite cloche qui est juste ici. Ils peuvent appeler à l'aide et ça met instantanément une couleur jaune clignotante sur l'écran. Et en plus de cette couleur jaune clignotante, ça envoie automatiquement un SMS à la personne, au voltigeur, à l'animateur que je vous ai présenté tout à l'heure, pour dire j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux venir à mon poste et soit au besoin bloquer la ligne si l'aléa est vraiment très important, soit on réussit à débugger le problème avant la fin du takt time et à ce moment-là on continue d'avancer la ligne et on perd pas de temps. Ça c'était la première phase. La deuxième phase, et c'est peut-être sur celle-là que j'ai le plus intervenu, c'est le déploiement côté logistique. Le déploiement côté logistique, le gros objectif, alors l'objectif numéro un, je dirais, c'est de diminuer le stress des équipes de logistique, parce qu'en fait,
Un atelier qui est cloisonné, c'est-à-dire que la production ne voit pas la logistique et la logistique ne voit pas la production. Donc en fait, la logistique a l'impression de courir un peu toute la journée en répondant aux demandes de la production, alors qu'en réalité, ils ont le temps, mais ils se mettent un stress pas possible parce qu'ils fonctionnent complètement en aveugle. Donc c'est-à-dire que quand la production sait exactement où ils en sont avec l'andon, avec la représentation visuelle, etc., la logistique, eux, travaillent complètement à l'aveugle. Et du coup, le but, c'était de gagner en réactivité sur les équipes de logistique, notamment sur un sujet, c'est-à-dire que quand chez nous, et je vais vous le présenter juste après, on dégrade une pièce, il faut qu'une nouvelle pièce soit amenée sur la ligne, mais fatalement, pour que cette pièce soit amenée sur la ligne, il ne faut pas que le temps de réappro soit supérieur à la durée du takt time de la ligne. C'était le problème qu'on avait avant, c'est-à-dire que le takt time était inférieur à la durée de réappro, et du coup, on bloquait la ligne à chaque fois qu'on dégradait une pièce. Donc c'est un des exemples que je vais vous présenter. Donc je vous ai refait un petit élément de contexte pour vous expliquer un peu la démarche la démarche projet côté logistique. Donc je vous ai dit, on a un atelier de 26 000 mètres carrés, donc on a une distance très importante entre les lignes de production et le stock. Et en plus, on a ce problème de cloisonnement, c'est-à-dire la logistique ne voit pas la production. En moyenne, une cabine, c'est 3000 références. Donc ça paraît énorme comme ça, mais en fait, une référence, des fois, c'est des tout petits éléments. Et qui dit énormément de références, dit une surface de stockage énorme. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, on a 70% de la surface qui est occupée par la logistique et seulement 25-30% par la production. Et du fait que cette surface logistique soit énorme, et ben forcément, ce que j'ai mis juste au-dessus, on a des distances qui sont très importantes entre les lignes et le stock de masse. Euh, on a un takt time qui, alors c'est moins vrai dans la période dans laquelle on traverse, mais qui était auparavant en constante diminution, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 4 ans, on était à un takt time de 30 minutes, et aujourd'hui, on atteint des takt time à 18-19 minutes. Donc il y a eu des sacrés progrès de fait, mais forcément, comme on est dans un takt time en constante diminution, il faut aussi que notre service logistique suive derrière, et cette durée de réapprovisionnement, forcément, elle doit être inférieure à la durée du takt time. Donc ce qui était facile avant l'est beaucoup moins maintenant. On a un processus de fabrication qui est assez complexe chez nous. On a énormément d'opérations qui sont manuelles en fait. On a très peu d'automatisme et très peu de robotisation. Donc en fait, ça encourage le fait qu'on dégrade énormément de pièces parce que notre cœur de métier aujourd'hui, c'est de visser en fait. Et quand on visse un peu mal, que la vis s'engage mal, par exemple dans une cloison, on va automatiquement venir dégrader la cloison. Et si on dégrade la cloison, il va falloir qu'on rappelle un panneau de cloison dans le stock. Et c'est justement voilà, c'est ce type de non-conformité qui fait qu'on doit rappeler des produits du stock de masse. Et la personne qui s'occupe de faire cette réappro là, on a une personne qui est dédiée à ça pour alors, 4 lignes à l'époque, 5 lignes maintenant, pour les 5 lignes de production. Et donc, c'est ce que je vous expliquais juste en dessous. La durée de réapprovisionnement, elle doit rester inférieure au takt time, sinon on bloque 70 bonhommes sur ligne et ça nous coûte assez cher. Donc, je vous ai écrit le processus qu'on avait auparavant. Donc, ça, c'était le processus qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on dégradait une pièce sur ligne. Avant, on passait un coup de fil au réapprovisionneur. Pendant ce temps-là, on rédigeait une fiche de non-conformité. Alors, je crois que j'ai mis un exemple juste après. Donc, voilà la fiche de non-conformité, à quoi elle ressemblait. Donc, on avait énormément de champs à remplir. Enfin, c'était hyper chronophage. Donc voilà ce qu'on remplissait. Donc rédaction de la fiche de non-conformité par l'encadrement de la ligne, c'était pas les opérateurs qui le faisaient. Le réapprovisionneur donc va chercher la pièce dégradée et la fiche de non-conformité sur la ligne. Ensuite, il va chercher la pièce de rechange dans le stock. Puis il réapprovisionne la pièce de rechange. Et enfin, il ramène la pièce défectueuse dans une zone qu'on appelle zone FNC, pour qu'on analyse la cause de pourquoi on a dégradé cette pièce et qu'on le traite derrière avec nos fournisseurs, soit recommander une pièce, etc. Donc c'était un processus qui était extrêmement long, qui n'était pas très optimisé comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs allers-retours qui étaient faits et ce qui faisait qu'on on était sur une durée de réappro largement supérieure au takt time. Donc dès qu'on dégradait une pièce, ben, on arrêtait notre ligne. Donc la démarche que j'ai fait, c'est déjà d'aller prendre un peu. Alors avant de me lancer dans un projet avec Landon, j'ai déjà été un peu prendre le pouls de chaque service pour voir un peu les irritants de chaque secteur. La première chose qu'on me disait en production, c'est les FNC prennent trop de temps à remplir. Bah, c'est ce que je vous disais avant, quand on a je ne sais combien de champs à remplir, ça nous prend beaucoup de temps. C'est des personnes qui sont déjà très occupées. Les encadrants de la ligne, ils ont affaire à des problèmes de management, de ressources, etc. Si en plus on leur demande de remplir ce genre de feuilles, bah, ça prend beaucoup de temps.
Il y avait autre chose, c'était que le réapprovisionneur ne répondait pas au téléphone, bah forcément, parce que quand il est avec 4 hautes lignes de production, bah, il est très occupé par ailleurs. Donc il peut pas toujours répondre au téléphone à tout le monde, donc ça frustrait un peu la production. Et le réapprovisionnement prend trop de temps, nous sommes contraints d'arrêter la ligne, c'est ce que je vous expliquais. Donc ça, c'était les irritants de la production. La logistique, ce que j'ai entendu de leur part, c'est je suis allé voir le réapprovisionneur, et lui, il me disait, je suis sans cesse au téléphone, et ça m'empêche de me concentrer sur ma tournée. Donc lui, il était complètement harcelé de coups de fil toute la journée. Il pouvait pas lever la tête pour prendre un peu voilà, pour respirer un peu. Il était de 7h30 le matin à 15h30 l'après-midi, il était complètement occupé. Les FNC sont mal remplis ou parfois illisibles. Bah, c'est forcément quand on a l'écriture manuscrite, bah, on met un 7 à la place d'un 4 ou un 5 à la place d'un 6, bah, automatiquement on va pas chercher la bonne pièce, du coup on est obligé de refaire un aller-retour. Donc lui il était contraint par ça. Et il se plaignait aussi de ne pas pouvoir organiser sa tournée parce que dès qu'il raccrochait avec quelqu'un au téléphone, il reprenait un appel et il avait deux pièces à aller apporter à deux endroits différents. Donc lui, il pouvait pas organiser sa tournée, il prenait un peu comme les appels venaient et voilà. Donc en termes d'optimisation de flux, c'était pas terrible. Et enfin, le service qualité qui, eux, s'occupe plutôt de la partie en aval de cette boucle-là. Il disait bah, l'analyse des fiches de non-conformité, elle est impossible parce qu'il manque d'informations, parce que soit la fiche était mal remplie, soit voilà. Et il n'y avait pas d'historique et de traçabilité sur les non-conformités des semaines passées, c'est-à-dire que cette fiche-là, en gros, on l'archivait, mais il y avait pas on ne savait pas combien de FNC on faisait par semaine, on ne savait pas sur quelle référence on avait le plus de FNC, donc on avait très peu de possibilités de mener des actions qualité à long terme derrière. Donc voilà un peu pour là où on en était. Et maintenant, je vais passer sur l'outil qu'on a maintenant, donc, qui a été développé en collaboration avec Pinkflow. Je vais essayer de vous faire une démonstration live. Je ne sais pas si ça va très bien marcher. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Ouais, c'est bon. Alors là, c'est l'environnement en fait de la tablette que je vous ai montré tout à l'heure en production. Donc, on a plusieurs boutons que je vais pas vous présenter aujourd'hui, mais le bouton qui va nous intéresser, c'est celui-là, c'est le bouton d'appel à l'aide. Donc là, par exemple, je suis au poste 1700 de ma ligne 1. Si j'appelle à l'aide, en fait, ça va me permettre de faire ma non-conformité. Donc, je vais appeler à l'aide. Donc là, je suis comme si j'étais l'opérateur. Donc l'opérateur a appelé à l'aide. Là, je vais me mettre dans la posture de l'agent de maîtrise. Donc notre chef d'équipe. L'agent de maîtrise vient prendre en compte l'appel à l'aide. Donc il rappuie sur le bouton. Hop. Il s'identifie. Et c'est là où en fait il a plusieurs possibilités. C'est soit il va mettre un arrêt de ligne parce qu'il y a un problème bloquant, soit il fait une fiche de non-conformité parce qu'il y a une pièce qui est dégradée. Donc pour la fiche de non-conformité, ils savent qu'ils doivent appuyer sur ticket, il valide. Voilà, et ici en fait vous avez un ticket digital qui lui est possible de remplir. Donc à gauche, il y a plein d'informations qui sont pré-remplies parce qu'en fait fatalement on sait sur quel poste il a appuyé vu qu'il a pris la tablette du poste 1700. On sait sur quelle cabine on est parce que grâce à l'endon de production, on sait quelle cabine est en train de passer à ce poste-là. Et on sait qui est l'émetteur parce que je viens de m'enregistrer pour me connecter au poste. Ensuite, ici, il a plusieurs champs. Et dans ces plusieurs champs, il y a FNC et il choisit en fait l'agent de maîtrise va choisir la cause qu'il pense connaître de la non-conformité. Donc, est-ce que ça vient du fournisseur et ça a été approvisionné comme ça sur la ligne, ou est-ce que j'ai dégradé moi en production? Par exemple, si on a dégradé une pièce en production, c'est FNC interne prod qu'il faudra mettre. Pour la référence, je vais mettre test, comme ça ils vont comprendre que c'est un test. Hop. On met la quantité. Sur les bons de prépa, en fait, on est capable de dire où est la matière en logistique. Donc en fait, ça permet de faire gagner du temps au réapprovisionneur pour dire bah, la pièce, il faudra que tu ailles me la chercher à cet endroit dans la logistique. Là, je vais mettre test aussi. Son trigramme, hop, trigramme de la personne. L'urgence de la pièce, donc ça, c'est ce qui va nous permettre de prioriser la tournée du réapprovisionneur. Est-ce que ma demande, elle est très urgente parce que c'est une pièce que je ne peux monter qu'à ce poste-là, et si je passe au poste d'après, je pourrais plus la monter, ou est-ce que je peux la mettre encore trois postes plus tard et c'est pas grave? Donc pour l'instant, là, je vais mettre urgence basse vu que c'est juste un test. Et ensuite, il a un menu déroulant où il choisit le type de défaut qu'il a vu sur la pièce. Donc est-ce que c'est un défaut d'étiquetage? Est-ce que c'est une dégradation de pièce? Est-ce que c'est un défaut esthétique, etc. Je vais mettre comme si j'avais cassé une pièce. Et là, je mets test. Il y a un petit champ commentaire pour mettre plus d'informations et pour permettre aux approvisionneurs de prendre de l'info, mais aussi aux personnes de la qualité qui vont faire l'analyse derrière. Je valide.
Et là, vous avez un numéro de ticket qui est apparu, là, le 16 178, et avec son état. Donc pour l'instant, il n'a pas été pris en compte par la logistique. Là, une fois que j'ai fait ça, en fait, il y a une alerte qui va apparaître sur le téléphone du réapprovisionneur, un petit SMS en disant attention, tu as un nouveau ticket à livrer sur le poste 1700 de la LGV. Et en plus de ça, il a un écran sur une tablette où il a toutes ses demandes de la journée. Tant que l'état n'est pas pris en compte ici, on peut changer le ticket. C'est-à-dire que si c'est trompé de référence, hop, il peut changer avant que ce soit pris en compte. Et une fois que c'est pris en compte par la personne de la logistique, on voit l'état qui change ici. Donc ça permet de savoir que la demande elle est prise en compte et qu'on va s'en occuper. Il n'y a pas de voilà. On sait que on sait que c'est lancé et qu'on va pas trop attendre normalement. Alors je vais passer maintenant sur l'autre écran. Et là, ici, ça, c'est l'écran du réapprovisionneur rapide. Donc, il a une tablette sur son chariot, quand son chariot fait des tournées de l'usine. Et sur sa tablette, il a exactement cet écran-là. Donc là, je fais comme si moi, j'étais le réapprovisionneur rapide. Et là, il a 4 demandes qui sont en cours. Il a 4 demandes qui sont en cours. Il en a une qu'il a prise en compte et 3 qui sont ouvertes. Et là, vous retrouvez celle que je viens de faire. Donc, celle que j'ai faite. Et il a plusieurs informations. Le numéro du ticket, l'urgence, la date de création, etc. La ligne, le poste auquel il doit réapprovisionner, la référence, l'emplacement de la matière et quel statut la demande, à quel statut la demande en est. Et ça permet en fait, au-dessus on a des filtres, ça permet de dire bah, si je veux approvisionner que les LGV, bah, il va mettre que les LGV en tête de liste. Et s'il veut prendre que les demandes urgentes, il va prendre que les demandes hautes en importance et les demandes basses à la fin. Si je retourne sur mon ticket, ici, il a la possibilité de le changer d'état. Donc, s'il le passe en pris en compte, automatiquement, je vais avoir ici, hop, pris en compte. Donc, ça communique, les deux systèmes communiquent et ça permet de savoir où en est sa demande. Et après, si on clôture le ticket pour dire j'ai apporté la pièce, après, on peut passer en livret, mais je vais clôturer directement. Je clôture. Et si j'ai clôturé, la demande disparaît. Parce on vient de livrer la nouvelle pièce, la pièce conforme, et on a récupéré la pièce non conforme. Donc voilà un peu le côté production puis le côté logistique. Donc ça a pas mal amélioré le flux d'informations. Aurélien, Oui, je t'interromps, mais je n'avais pas pour longtemps, je te laisse la parole juste ouais, après. ça marche. Si on peut cadrer, si tu veux, 5 minutes maxi pour la fin de la présentation, Ouais, c'est bien pour enchaîner. On a donné un peu de temps plus à Aurélien parce que son projet est assez important. Je vais t'attendre de terminer, hein. ouais, Mais ouais, je ça marche, pas de souci. aussi un petit aparté sur cette application qui est une application un peu spécifique, hein. C'est un peu ce que vous connaissez peut-être pas suffisamment chez Pinflow, c'est le côté métier. C'est-à-dire que PinView permet de créer ces interfaces conviviales, adaptées. Et en fait, si on le fait dans cet usage, effectivement, le succès vient beaucoup à Chantier d'Atlantique qui a bien réfléchi. En fait, nous, on va travailler sur un projet où quand le client a bien réfléchi sur son organisation, qu'il a pu décrire son cheminement, même si on participe à ce cahier des charges, on est capable de développer un spécifique, enfin une application métier connectée à l'ERP pour faire une interface et une ergonomie d'usage comme on peut le voir. Donc ça fonctionne à condition bien sûr qu'il y a cette partie méthode importante, qu'il y a ce travail avec l'informatique qui est là, et surtout qu'on ait des chefs de projet. Je vois Hervé parce que c'est l'acteur, hein, c'est le contact d'Aurélien par rapport à ce projet-là. Donc on est des personnes comme Hervé capables justement de développer cette application et de suivre, hein, puisque chez Pinflow, effectivement, toute la maintenance de ces systèmes en cas de problème ou de réglage, c'est nous qui le faisons à distance, hein. C'est un peu aussi le pourcentage du SaaS et nos équipes métiers, c'est qu'on est capable, en cas de problème, à la limite, coup de fil, et c'est nous qui réglons les problèmes, hein. Le but, c'est d'apporter un service complet, parce qu'on est sur de la prod, là, il ne faut pas que ça tombe en panne. Effectivement, là, on dégrade la production si ça, on n'est plus sur de la communication, voilà, on est sur de la prod, hein. Voilà, Aurélien, je te laisse, Ouais, voilà. ça marche. Ouais, pas de souci. Donc voilà pour la petite démo que je viens de vous faire. Si on fait un premier bilan de ce projet-là, euh, on a alors on va dire qu'il y a deux bilans. Il y a le bilan plutôt suite au lancement qu'on a fait côté production et le projet que je viens de vous présenter côté logistique à droite. Donc le bénéfice en production de la mise en place de Landon, ça a été en gros à la louche 10% d'heures supplémentaires économisées sur chaque affaire. On est à peu près sur un gain d'1 heure par jour, toutes lignes confondues. Donc, quand on disait qu'on s'arrêtait 1 heure et demie, 1 heure et demie en arrêt de ligne auparavant, on est plutôt sur de l'ordre de entre 0 minutes et 30 minutes d'arrêt de ligne par jour maintenant.
Et on a surtout gagné sur les changements de série, parce que les changements de série, alors il y a eu d'autres actions, c'est pas que lié à Landon, il y a eu d'autres actions qui ont été menées en interne, mais le fait d'avoir cette visualisation de l'état de santé de nos lignes en temps réel, ça nous a permis de vraiment cibler les postes en difficulté, et on a plus de difficultés sur les changements de série, donc c'est là où il y a vraiment le gros gain. Les bénéfices en logistique, donc sur le projet que je viens de vous présenter, on avait un temps de réapprovisionnement moyen avant qui était à peu près de 33 minutes. On l'a descendu à 15 minutes et aujourd'hui on est plus proche de 12-13. Donc on l'a divisé pratiquement par 3, donc c'est une sacrée performance et ça en revanche on le doit vraiment à l'outil. En temps d'arrêt, on va dire mensuel des lignes qui est dû à à ce réapprovisionnement rapide, parce qu'aujourd'hui on a 12-13 minutes de moyenne, mais des fois forcément il y a eu plus de temps parce qu'il y a eu un problème de communication, voilà, c'est des choses qui arrivent quand même, mais on est passé de 700 minutes d'arrêt de ligne à 250 minutes. Donc on a voilà, et quand on parle de minutes, c'est minutes fois nombre d'opérateurs. Donc forcément ça chiffre un peu. Et les bénéfices communs, bah, j'ai dit, c'est réduction du stress, notamment pour les équipes de logistique. Récemment en tout cas, parce que la réduction du stress, on l'avait aussi constaté sur les équipes de production, mais il y a 2-3 ans maintenant. Et on a une communication et un flux d'informations qui est rendu beaucoup plus facile entre production et logistique, grâce à cet outil. Ça nous permet de faire aussi le projet que je viens de vous présenter, la petite démonstration que je viens de vous faire. Quand je disais les équipes de qualité se plaignent de ne pas avoir de suivi auparavant des différents indicateurs de qualité liés à ces FNC, et ben aujourd'hui on a pas mal de choses qu'on est capable de sortir. Là on a des extractions Excel qu'on est capable de sortir grâce à... En fait, Pinkflow nous met à disposition une base de données avec tous les tickets qu'on a eus. Et grâce à ça, on est capable d'estimer plusieurs choses, les références qui sont les plus génératrices de non-conformité, sur quelle ligne on a le plus de non-conformité, approvisionner une pièce au fil du temps et au fil des semaines. Ça nous permet de suivre vraiment beaucoup d'indicateurs qui sont très intéressants et qui sont aujourd'hui débattus une fois par semaine en comité de département. C'est quoi la suite pour nous au chantier de l'Atlantique et la suite de notre collaboration avec Pinkflow? On est sur un projet là qui va être très très prochainement mis en production, qui est exactement ce que vous avez vu pour l'endon de production que je vous ai présenté tout à l'heure avec le schéma de la ligne qu'on voyait. On va mettre à peu près la même chose en place côté picking. Donc on a des opérateurs qui aujourd'hui remplissent des chariots en picking et qui ont donc des postes attitrés. Et on s'est dit que cette démarche qu'on a fait côté production on pourrait très bien la faire côté logistique. Et du coup, là, ce que vous voyez, c'est une petite maquette de l'écran qu'on va déployer avec chaque poste que vous voyez en colonne ici. Et les cases que vous voyez, c'est les chariots en fait. Et c'est les chariots de préparation. Donc ils ont des chariots qui sont en bord de ligne et des chariots qui sont dans la zone de mise à disposition, donc dans la zone qu'ils sont en train de préparer. Et ça permet de se dire où est-ce qu'on est en difficulté. Donc là, il n'y a que des carrés verts, donc c'est pas le très bon exemple. Mais des fois, on a des carrés rouges et les carrés rouges disent bah, attention, il y a un opérateur qui est en train de prendre du retard dans sa préparation et qui peut mettre en péril la production. Donc il faut aller voir ce qui se passe. Et pareil, on a une alerte SMS qui est envoyée automatiquement. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape qui sera un peu plus à moyen terme, c'est le déploiement d'un ondon. En fait, on a un train aujourd'hui qui distribue ses chariots en bord de ligne. Et ce train, aujourd'hui, il n'a pas de visualisation sur sa tournée. Il ne sait jamais s'il est en avance ou en retard sur sa tournée. Il ne sait pas quand est-ce qu'il peut prendre une pause. Il ne sait pas à quel moment il doit partir pour récupérer les chariots vides de la ligne. Donc il travaillait vraiment à l'aveugle aussi. Et on s'est dit qu'on allait l'aider en lui apportant aussi un outil type Andon, qui lui permettra aussi d'appeler à l'aide s'il a une difficulté. Et je crois que j'ai terminé. Donc on peut passer aux questions-réponses. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation, toujours claire et très intéressante, je crois, pour les personnes qui t'ont écouté. Alors, en fait, je viens du milieu automobile. Effectivement, on travaille aussi pour Toyota, vous savez. Et je pense que ce que vous avez mis en place au chantier de l'Atlantique est encore mieux ce que je peux voir chez Toyota. En termes de visibilité, et autres. On arrive plus facilement à travailler à limite avec des entreprises de la taille de chantier de l'Atlantique. C'est pas une grosse. Vous avez combien de personnes aux cabines? C'est pas énorme. Aux cabines, on a 350. Ce genre de structure idéale pour nous, où on est capable finalement de pouvoir proposer et mettre en place des actions aussi larges sur un périmètre et très rapidement.
Et c'est ça qui est intéressant. Et la clé du succès, on voit un peu sur le Toyota Production System, hein, c'est de la visibilité sur les activités, c'est de l'alerting en cas d'anomalie pour intervenir avant qu'il soit trop tard et pousser la non-qualité en bout, donc on le voit. C'est du flux tiré avec de la gestion forcément du picking, le petit train. Vous voyez, en fait, on fait toute la boucle avec une surveillance aussi de la logistique. Donc, c'est de l'ordre logistique. Hein. On tacle la logistique et si ça ne va pas, même chez Toyota, on arrive à délester on fait de l'ubérisation de la logistique. Hein. On a un peu parlé, mais ça peut être aussi des solutions. Donc, on arrive à ce niveau on va dire, de perfection, malgré que ce soit des processus manuels. Hein. Ce n'est pas un convoyeur, c'est des processus tactés. Et en fait, un rendement de ligne, hein, je me souviens quand on est arrivé avec vous, vous étiez à peu près à 80% de rendement de ligne. Vous êtes à peu près à plus à 95, hein, si je me. Ouais, entre 90 et 95 à peu près à l'heure actuelle. Ouais. 90, 95, on voit un peu le gap que ça a pu faire. Il y a encore à gratter. Hein. Donc le premier système, là, c'est la rapidité, le service à ligne d'assemblage hein, sur la valeur. Et après, c'est l'analyse. Hein. On a vu un peu Aurélien, c'est que finalement, il a des données. Et sur ces données, on est capable d'identifier les actions et amélioration continue. C'est le deuxième effet. Voilà, un petit peu ça. Voilà. Donc je vais vous laisser poser les questions, Aurélien. Où est le cerveau qui donne le tact et comment il s'interface avec la solution PingView? Quel est le cerveau? Il y a bien un moment, je ne sais pas si vous êtes connecté, le maître qui définit le tact sur la ligne. D'accord. C'est quoi? C'est le RP de la MES. Alors, on est connecté à l'ERP, je te laisse faire répondre, Aurélien. Ah bah aujourd'hui, il est humain en fait, celui qui est derrière, c'est le responsable de production et ou ses agents de maîtrise qui définit directement sur la console d'administration de Landon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une petite console qui nous permet de régler certains paramètres sur Landon, par exemple à qui on envoie le SMS en cas d'appel à l'aide. Et ben on a aussi un onglet qui nous permet de régler le takt time de la ligne. Et en fait, c'est une opération qui se fait directement sur le module d'administration de Landon et qui n'est pas connecté à notre ERP du tout. Donc, avec l'application, on a fourni un portail web hein, qui permet justement aux équipes de chantier d'Atlantique d'être autonomes sur le système et faire tous les paramétrages. Parce que le paramétrage, effectivement, c'est de paramètres, mais aussi le temps d'ouverture, le jour travaillé, etc. En fait, c'est fourni. Généralement, quand on met en place, on a une phase de prototypage hein, sur le système. Où finalement, c'est la base de données. On touche, nous, à la base de données pour qualifier la solution. Une fois que c'est fait, en fait, on développe un portail web qui permet donc aux clients d'administrer son système. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez une question par rapport à l'implémentation. La première fois, est-ce qu'il y a quand même eu du pushback de la part des opérateurs tout début de digitalisation, je présume que oui. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça a été un changement culturel à mener hein, chez nous à Cabine. Parce que automatiquement, déjà, on affiche un chronomètre quand même sur des télés au-dessus de leur poste. Hein, donc, il peut y avoir un facteur de stress aussi. Et puis, on leur met un outil entre les mains qui est un outil digital. Donc, sur des personnes qui n'étaient pas forcément, on va dire, compétents à l'époque pour s'en servir, même si l'outil nous paraît assez simple, enfin, moi, me paraît assez simple. Il y a des personnes qui sont d'une un peu réfractaires à ce type de changement et puis deux qui n'ont pas forcément les compétences pour s'en servir. Donc, ce qu'on a fait alors, c'était pas moi à cette époque-là, c'était Monsieur Robic, mais moi, je me suis servi exactement de la même démarche pour la logistique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par une grosse période de formation et d'expliquer aussi pourquoi on mène ce projet, qu'est-ce que ça allait apporter aussi aux opérateurs en termes de souplesse à leur poste. Ensuite, on leur a montré l'outil en salle avant, bien évidemment, de le déployer sur ligne. On leur a fait se servir de l'outil en salle pour qu'ils voient que c'était quelque chose qui n'était pas compliqué. Et on a bien insisté sur les situations qu'ils vivaient auparavant, qu'ils ne connaîtraient plus ou beaucoup moins avec le déploiement de cet outil. Donc pour moi, c'est les deux leviers sur lesquels il faut jouer à chaque fois qu'on déploie un tel outil dans un atelier, parce que c'est pas neutre, effectivement, en termes de culture d'entreprise. C'est d'une, la formation des opérateurs, où il faut les prendre vraiment par petits groupes et faire des petites formations à taille humaine pour que déjà l'échange soit plus simple et pour que eux s'approprient d'ores et déjà l'outil avant qu'il soit lancé en production. Donc non seulement ça, et j'ai perdu mon deuxième point. J'ai perdu mon deuxième point. Et puis oui, il y a autre chose aussi, c'est que il faut que ce soit aussi impulsé par la hiérarchie, c'est-à-dire que les responsables d'équipe d'opérateurs, eux, faut qu'ils soient convaincus aussi.
Je sais que moi, ça a été ma grande chance, c'est que nos chefs d'équipe à cabine sont convaincus des apports de Landon et sont convaincus que eux, ça leur donne plus de souplesse dans le management, mais sont aussi convaincus que ça apporte du bien-être aussi à leurs opérateurs. Donc si c'est impulsé aussi par les chefs d'équipe, c'est bien plus simple de le mettre en place derrière, hein. C'est un peu la chance qu'on a chez nous, dans notre atelier. On l'avait fait à l'époque avec le directeur du site. On a fait un groupe de travail où il y avait effectivement une ligne pilote avec l'agent de maîtrise et deux opérateurs. Ils avaient participé à la rédaction un petit peu du cahier des charges du proto, en fait. Et quand on avait fait l'installation à Hervé, on était parti là-bas au chantier d'Atlantique, dans la grande salle de réunion. On avait mis nos pupitres et notre écran d'atelier. Et ils avaient participé à cette phase d'essai en avant-première. C'est comme un film, en fait. En avant-première, ils étaient là pour regarder, apporter même des modifications avant de mettre en place. Et ensuite, après, on a déployé sur une première ligne, on a fait quelques itérations pour arriver à quelque chose qui était accepté sur cette ligne pilote. Et donc, effectivement, le fait d'être participé donc, de l'acceptation, le fait d'avoir aussi des résultats en termes de facilité d'usage de la ligne aussi, ça apportait quand même changer la vie des opérateurs, mais des agents de maîtrise, fait qu'on avait pu déployer sur les autres lignes, un peu la démarche. Ouais, je compléterai en disant que chez nous, on inclut énormément les opérationnels et même dans des stades, je dirais dès la rédaction de la spec en fait. Dès la rédaction de la spécification technique chez nous, il y a un petit groupe de travail, effectivement, comme disait Pierre, qui est inclus dès ce stade-là du projet. Et les inclure le plus tôt possible permet aussi de les convaincre le plus tôt possible. Et c'est aussi des relais terrain derrière. C'est aussi des relais qui vont dire aux opérateurs qui sont peut-être un peu plus réticents, à certains opérateurs qui sont un peu plus réticents, bah, c'est eux qui vont aller les voir en disant voilà, non, je te garantis que c'est un outil qui va nous servir, etc. Donc ça nous permet d'avoir des relais sur le terrain aussi. Bien. Je pense qu'effectivement, bon, c'est un peu plus long, la présentation a pris plus de temps que prévu. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un retour d'expérience assez long et une progression. Et souvent, donc, quand on peut faire visiter, rencontrer sur l'Atlantique, c'est vraiment intéressant de croiser les acteurs de ce projet-là. Aurélien, je pense c'est bon pour les questions. Donc, oui. Vous êtes combien dans vous avez fait un service méthode qui fait vivre l'outil. Combien êtes-vous Je suis tout seul. Aurélien. Il est tout seul, il y a plusieurs dans sa tête. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une bonne question, mais c'est une bonne question aussi. À la base, il doit y avoir chez nous, on devrait au moins être deux. Il se trouve que du fait de la conjoncture sanitaire et économique chez nous, je suis tout seul aujourd'hui, mais on devrait être deux, un ingénieur ligne supply chain et un ingénieur ligne production. Moi, à la base, j'étais ingénieur ligne production. Et aujourd'hui, je suis aussi sur des projets de supply chain. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis le seul, on va dire, pas sachant, mais le seul garant du bon fonctionnement de l'outil. Et ça pose aussi la question, voilà, pour moi, pour la suite, c'est un problème en interne, mais de faire une passation propre sur ce genre d'outil, c'est important aussi, quoi. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélien. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. On vous